C'est la suite de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré à la Mauritanie. Un nouvel invité m'a rejoint, Djema Taleb. Vous êtes éditorialiste. Merci à vous de m'avoir rejoint pour parler de la Mauritanie. Merci. 10 ans déjà que le général Ould Abdelaziz dirige la Mauritanie, un vaste pays d'1 million de kilomètres carrés, presque 3 800 000 habitants. Mais comment se porte la Mauritanie sous la présidence du président Mohamed Ould Abdelaziz? Avant d'en parler avec vous, je vous propose de suivre ce sujet de la rédaction signée Ibrahima Dioumaba. En Mauritanie, le second mandat de l'actuel chef de l'État arrivera à terme dans quelques mois. Arrivé au pouvoir il y a 10 ans, Mohamed Ould Abdelaziz n'a pas l'intention de se maintenir à la tête de l'État. Au cours des dernières années, la Mauritanie a été marquée par une stabilité politique et institutionnelle. Cela a permis au président Abdelaziz de réaliser plusieurs réformes, dont la suppression du Sénat, la création des conseils régionaux et du Haut Conseil de la Fatwa, ainsi que la modification du drapeau national pour ne citer que celle-ci. Le président a entrepris un projet de haute envergure qu'il a baptisé la Mauritanie nouvelle. La vision à long terme du président de la République était tout d'abord d'exterminer la gabegie et inculquer les valeurs sociales correctes par rapport à ce phénomène qui était devenu une deuxième nature dans l'administration mauritanienne d'avant 2009. Il a fallu commencer par la mise en place de projets durables, notamment les infrastructures de base, les routes, mettre en place un système éducatif valable et mettre en place un département de santé qui peut assurer la couverture médicale sur tout le pays et la mise en place de systèmes biométriques ou d'état civil pour mettre fin à la migration clandestine et aussi la sécurisation des frontières. Il y a eu aussi un arsenal juridique qui concerne la vie des Mauritaniens, notamment un arsenal juridique assez fort en matière de droits de l'homme et de protection des libertés individuelles et collectives, un arsenal juridique important pour l'encouragement des investissements étrangers, donc pour renforcer l'économie nationale. Sur le plan économique, plusieurs mesures ont été prises par le président Abdelaziz. Au 1er janvier 2018, la réforme de l'Ouguia, la monnaie nationale, est entrée en vigueur. Sur le plan des infrastructures, le port de Nouadhibou a été étendu pour un coût de 18 millions de dollars en 2014. Et les travaux du port de Ndiago, financés à hauteur de 125 milliards d'Ouguia, ont été lancés en 2016. 298 millions de dollars ont été affectés au secteur de l'énergie, notamment avec la réalisation d'une centrale éolienne de 100 MW à Boulet Noir. En 2015, un nouveau complexe minier a été inauguré par la Société nationale des industries minières, impliquant la réfection du chemin de fer Zouérat-Nouadhibou pour 924 millions de dollars. De 2009 à 2018, il y a un bond en avant sur le plan des infrastructures, notamment les infrastructures portières. Et en deuxième lieu, il y a eu le lancement de la compagnie aérienne Mauritania Airlines. Il y a aussi le lancement de l'aéroport international Oumoussi de Nouakchott. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui n'ont pas été réalisées. Je pense notamment à la route Rosso-Nouakchott, qui est dans un état de dégradation très avancé et qui constitue, à mon avis, l'un des passifs de ces 10 ans de règne. Sur le plan agricole, le canal Aftou Saheli permettra dans la région du Trarza l'irrigation de plus de 2500 hectares de terres agricoles, mais aussi le montage d'activités génératrices de revenus dans le maraîchage et l'élevage. Selon la Banque africaine de développement, la croissance économique devrait se consolider à 3% en 2018 et 4,6% en 2019. Sur le plan social, le président Abdelaziz a renforcé la lutte contre l'esclavage avec l'adoption d'une nouvelle loi en 2015 qui qualifie cette pratique de crime contre l'humanité. Djemal, le programme mis en œuvre depuis 2009 par le président Mohamed Ould Abdelaziz s'appelle Mauritanie Nouvelle. Et quand aujourd'hui, à quelques mois de la fin de son deuxième mandat, on jette un regard sur son bilan, que retiendrons-nous fondamentalement, précisément, au-delà des éléments qui ont été énumérés dans l'élément que nous avons suivi? Le continent africain a connu deux types d'hommes d'État. Il a connu à l'époque ceux qu'on a connus au lendemain des indépendances. Je parle de ceux que je considère moi comme étant de grands hommes d'État, Kenneth Kaunda, Julius Nyerere. Et puis la nouvelle génération est une génération plutôt de gestionnaires. Je compte moi, le président Paul Kagame, comme étant de ceux-là. Et je compte le président Mohamed Abdelaziz aussi comme étant de cela. Je vais vous dire, en 2005,
quand il y a eu le coup d'État militaire contre le président Ould Taya, parce que compter le départ de Mohamed Abdelaziz plutôt là, parce qu'en réalité, sa véritable empreinte se met là. Il a pris la Somalie, il va rendre demain le Botswana. C'est toute la différence. Je vais vous dire pourquoi il va rendre le Botswana. Il va rendre le Botswana parce qu'il a pris un pays sans eau. Oui. Regardez, la situation a totalement changé. Il a pris non, je finis juste. Il a pris un pays sans électricité. Les réseaux sont interconnectés. Le pays exporte, y compris le Sénégal, est le seul pays aujourd'hui qui a 60% de mix énergétique. 2009, ceux qui connaissent... Mais on en est loin en Mauritanie. Ah non, la Mauritanie aujourd'hui est à 60% de mix énergétique. Pardon, je ne raconte pas d'histoire, je raconte des choses réelles. Avec la centrale de 100 MW qui va être inaugurée là à Boule-Noire, la Mauritanie a 60% de mix énergétique. Le renouvelable mauritanien fait aujourd'hui... Ah non, je vous en prie, je ne raconte pas d'histoire. De ce chiffre... Je ne raconte pas d'histoire. Oui. Non. Ah non, pardon. Le mix énergétique est aujourd'hui à 45%. Avec la centrale de 100 MW qui va être mise en place dans quelques jours, il est à 60%. Si vous voulez que je diffère les 60% de quelques jours, je suis prêt à vous le faire. Mais aujourd'hui, la situation est celle-là. La Mauritanie exporte, y compris vers le Sénégal et vers le Mali. C'est-à-dire que la part de l'OMVS qui lui revient, elle n'en a même pas besoin. Et pardon, non, mais je finis. C'est important. Vous dites le président est un bon gestionnaire. On est d'accord. Moi, j'essaie de vous énumérer. Non, Richard, ce que j'essaie on va comprendre ensemble. On va comprendre ensemble la gestion. Et c'est justement, puisqu'il est fait son têtu, j'essaie de vous donner point par point. Et vous avez bien fait de me ramener sur l'histoire de 60% des mix énergétiques sur lesquels je vous ai donné la réponse. J'espère qu'elle vous satisfait. Non, c'est très important. Je suis prêt à vous le donner point par point, détail par détail. L'un de nos drames à la télévision, c'est que nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est vrai. On ne rentre pas dans les détails. Mais on va essayer. Pourtant, on en a tellement besoin. Et laissez-moi juste, je vais vous continuer. Mais avant que vous ne quittiez, juste une petite parenthèse. J'ai un de mes amis qui n'est pas venu en Mauritanie depuis 12 ans. Et quand il a atterri il y a 3 mois, il a atterri dans un aéroport nouveau. Vous avez raison. Il avait des amis qu'il ne connaissait pas. Oui. Pardon, il a vu, s'il vous plaît, des rues éclairées, il a vu des rues propres et il a vu un assainissement pluie, un assainissement... Mais ça, c'est Nouakchott. Mais Mauritanie, c'est pas que Nouakchott. Non, je vous en prie, Nouadhibou est encore... Nouadhibou est de ce point de vue-là encore plus avance que n'était Nouakchott. Tout à l'heure, vous nous expliquerez. Vous nous expliquerez aussi... C'est-à-dire que le bilan, il est économique, mais pas que. On est quand même, aujourd'hui, avec un taux d'endettement de 72% du PIB. De combien? 72% du PIB. On en parle. Mais je suis absolument... Sauf que dans le taux d'endettement que vous mettez une erreur que tout le monde commet. Vous mettez la dette du Koweït. Or, la dette du Koweït a été effacée, elle est d'un niveau très élevé. Et quand vous enlevez la dette du Koweït, on est en deçà de 50%. C'est que, pardon, la rigueur, malheureusement, du regard que nous faisons sur le pays n'est pas bonne. Parce que, regardez les derniers chiffres de la Banque mondiale qui reconnaît elle-même ce chiffre-là, en fait. Parce qu'elle ne reconnaît pas l'effacement de la dette. Des dettes, souveraines, qui est de souveraine de ce qu'on appelle les zinzins, donc les investisseurs souverains. Or, cela a été effacé. Comme elle n'est pas partie des ardoises de la Banque mondiale, elle continue à être faite. Non, l'endettement de Mauritanie est probablement des plus élevés. Et je vais vous dire, vous connaissez la phrase. Quand je me compare, je me console. Quand je me regarde, je me désole. Comparez avec les pays autour et vous allez voir que la Mauritanie n'a aucune raison d'en rougir. Madame Sall. Je laisse à mon compatriote le bilan positif de Mohamed Ould Abdelaziz, qui rejoint un peu votre élément. Nous n'attendions pas là le président Ould Abdelaziz. Comme je vous l'ai dit, l'attendez pas où? On l'attend pas seulement sur ce plan-là. On l'attend aussi, on l'attendait ailleurs. C'est-à-dire régler le problème de la question nationale en Mauritanie. C'est vrai. On va l'aborder dans la troisième partie de notre émission. Non, j'aimerais bien en parler quand même maintenant, parce que nous savons qu'en Mauritanie, il y a une plaie béante. Ce président, quand il est arrivé, c'est vous qui avez parlé de Taya. Donc, si on parle du bilan de Mohamed Abdelaziz, il faut en parler depuis ce coup d'État. Mohamed Abdelaziz est arrivé dans un pays qui était au bord de l'effondrement par rapport à la cohabitation. On a eu des massacres qui se sont passés, on a eu des militaires qui ont été massacrés, on a eu des déportations au niveau du Sénégal et du Mali. On a le président qui était là, Sidou Cheikh Abdallah, avait entamé un processus de retour de ces déportés qui sont rentrés, qui sont dans des camps de réfugiés à l'intérieur même de la Mauritanie. Et donc, on attendait ce président sur ce terrain-là pour que, effectivement, la Mauritanie puisse penser ses idées, pour que la Mauritanie puisse profiter, justement, de ces infrastructures, profiter de tout ce qui se passe. Vous dites est très, mais ce n'est pas le cas, puisque nous avons toujours des veuves, nous avons toujours des orphelins qui pleurent des gens qui ont été tués. Nous avons demandé une commission
vérité, réconciliation, pour pouvoir parler de tout ça. Mais actuellement en Mauritanie, avez-vous participé au dialogue national inclusif de 2016? Mais le dialogue national de 2016 ou de 2017. 2017, pardon. Du 29 septembre au 20 octobre 2017. Qui était à ce dialogue? Et quels sont les résultats de ce dialogue aujourd'hui? Le problème de la Mauritanie, c'est qu'on ferme les yeux sur des choses qui se sont passées. On nous demande d'oublier. Excusez-moi, je ne vous ai pas interrompu. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Nous savons qu'il y a eu des choses qui se sont passées en Mauritanie. Et nous voulons que le président, celui-là, on en parlera tout à l'heure, comme vous dites, règle ces problèmes. Parce qu'on ne peut pas... le bilan, pour vous aujourd'hui, c'est là que se joue le bilan du président. C'est là que se joue le bilan. Parce qu'on ne peut pas, dans un pays, avoir des gens qui ne se parlent pas, des gens qui habitent dans des quartiers différents, parce que c'est la réalité en Mauritanie. Vous allez en Mauritanie, vous avez des quartiers où vous avez des blancs qui habitent et des quartiers des noirs qui habitent. Madame, nous ne devons pas vivre à la fois sur la question. C'est parce que vous avez des populations qui se regardent en chiens de faïence et qui ne cohabitent plus. Madame, nous ne devons pas vivre dans le même pays, nous ne devons pas connaître le même pays. Alors, voilà la réalité de la avant que vous ne répondiez, non, s'il vous plaît, très rapidement, avant que vous ne répondiez à madame, ce qui est frappant dans le discours que tient madame, c'est que finalement, vous avez une Mauritanie qui est une juxtaposition de couches sociales à côté, de couches sociales où les gens ne se parlent pas, comme dit madame, où il n'y a pas de cohésion sociale. Et pourquoi parlons-nous de bilan? Pourquoi devrions-nous nous limiter au seul aspect économique de bilan quand l'aspect humain est absent? C'est ce que dit madame. C'est ce que je dis. Vous vivez à Nouakchott, en Mauritanie. Parce que je peux compléter. Non, parce que si mon compatriote dit que nous ne vivons pas dans le même pays, je le renvoie quand même à la fête de l'indépendance où vous avez des gens qui fêtent l'indépendance et d'autres qui disent que c'est une journée de deuil parce que vous avez eu 28 militaires qui ont été pendus le jour de l'indépendance. On reviendra sur... Madame Richard, si vous lui donnez une parenthèse, je vous demande de me donner la même. Non, mais avant... Non, pas du tout. Non, les parenthèses... Non, les parenthèses ne sont pas les mêmes. Là où on est injuste avec le président Mohamed Abdelaziz, c'est que quoi qu'il fasse, on trouvera toujours à dire. Quand il dit « je ne me présente pas », on dit « non, il y a une arrière-pensée ». Quand il dit « je vais changer les choses », on dit « non, il ne le changera pas ». C'est le seul chef d'État qui a mis fin au régime de l'Otaïa. C'est le seul qui est venu à Kaïdi demander pardon. C'est le seul qui a gouverné, suivi le retour de Mauritanie à l'étranger. C'est le seul qui l'ait fait. Ils sont où ces réfugiés? Vous ne devez pas les voir, vous êtes à Paris. Excusez-moi, allez en Mauritanie, vous les verrez. Attendez, moi j'ai des parents qui sont... Ils sont dans des camps de... Je finis. Ils sont déportés. Ils sont des réfugiés dans le pays. La question de la cohésion sociale, nous l'aborderons dans la troisième partie de notre émission. Non, mais quand Madame Jeanne aurait fini, elle représente un mouvement. Mais il y a un deuxième mouvement qui n'est pas qu'elle. Ils ont changé de nom, ils sont rentrés en Mauritanie, le président s'appelle Samba Cham. Oui. Pardon, ça a changé. Donc elle ne représente pas les femmes. Et pourquoi il n'est pas reconnu alors? En tout cas, pourquoi le président demandait le reconnaissance? Il est très important. C'est-à-dire que c'est un avis d'une partie qui est absolument au diapason d'une autre qui a changé de regard et qui est partie à la deuxième. Je regrette. Il est très important. Alors pourquoi vous ne l'avez pas reconnu? Pourquoi votre régime ne l'a pas reconnu? Madame, vous n'avez pas reconnu. Allez au ministère de l'Intérieur, demandez-leur, c'est qu'il y a une raison. Mais en tout cas, une chose est certaine. En tout cas, ça veut dire que ce qu'ils disent, ils ont le même... Madame, c'est que vous appelez... Ils ont le même regard. Ils ont le même regard. On a la même politique. Non, ce n'est pas le regard. Lui a dit, depuis que le président Mohamed Abdelaziz la donne n'est plus la même. Les situations ont changé, je rentre dans mon pays et je fais la politique dans mon pays. Madame, s'il vous plaît. La vous avez tout faux. Chez moi. Je ne sais pas. En tout cas, vous avez un pays. Je n'en suis pas certain. Vous avez un pays. Vous avez des gens jusqu'à présent qui sont en deuil. Madame, le deuil. Le seul. Madame, le seul. Et ses orphelins. Madame, le seul qui ait parlé de deuil. Madame, le seul qui ait parlé de deuil en Mauritanie, c'est Mohamed Abdelaziz. Lequel qui soit parti prier, c'est la mémoire des morts, c'est Mohamed Abdelaziz. Mais bordel, reconnu. Vous savez, alors, ce que moi je voudrais rappeler, la prière, mais je vous rappelle absolument. Et pourquoi les veuves continuent à revendiquer? Madame Sall, la question. Alors un petit rappel. Gémal, il est très important, et c'est ma méthodologie de toujours, quand je fais le bilan, d'abord toutes les sensibilités doivent s'exprimer, tous les avis doivent s'exprimer, reconnaître que des choses sont faites,
c'est aussi accepter que des choses ne sont pas faites. Le bilan global, on dit rien n'est fait tant qu'il reste à faire. Chez madame, le bilan n'a aucun intérêt. Il y a un point qui est rien n'est fait de ces fantasmes. Tant qu'il reste à faire. De ce point de vue. Je ne suis pas d'accord puisque je vous ai dit que je vous laissais le bilan économique. Je vous laisse le bilan économique. Je dis que ce n'est pas ce qui intéresse. C'est ce que madame a dit. C'est-à-dire que... Eh bien, moi, je considère que le développement et le bonheur des Mauritaniens est un ensemble et que la partie... Ça doit être le bonheur de tous les Mauritaniens. Qui vous préoccupe, madame... De tous les Mauritaniens, ce qui n'est pas le cas. Qui vous préoccupe nous préoccupe tout le temps. Elle préoccupe tout le temps qu'elle préoccupe, y compris le président Mohamed Abdel Aziz. C'est le seul président mauritanien qui, pendant des années, vous l'avez dit, on l'a compris. Est venu demander pardon dans une prière publique. Et c'est pour ça qu'il y a des milliers de Mauritaniens qui ne sont pas recensés, qui n'ont pas de papier parce qu'on... Ça, on en parle tout à l'heure. Madame, on en parle tout à l'heure. On en parle tout à l'heure. Alors, dites-nous, nous étions ici en train de parler du bilan du président Mohamed Ould Abdel Aziz. Je l'ai rappelé. Et des choses sont faites. D'ailleurs, on ne peut pas rester 10 ans au pouvoir sans rien faire. Ce n'est pas possible. Mais des choses restent encore à faire. Je l'ai dit, rien n'est fait tant qu'il reste à faire. Pour l'instant, on s'en tient au bilan. Et il y a deux approches qui se dégagent des propos de Djemal et de Mme Sall. C'est qu'il n'y a pas de bilan économique qui vale sans un bilan humain, du point de vue humain. C'est clair. Et Djemal pense effectivement que d'abord l'économie, le reste, on verra. C'est-à-dire que je n'ai pas dit ça. Je sais que... J'ai dit que le bilan est global et qu'il est globalement bon. Voilà. Ce que j'ai dit est clair. Votre avis sur cette question, très rapidement. Vous avez aussi votre avis à donner. D'abord, cette polémique, elle est multiple. Il n'y a pas que ces deux avis. Hein. Oui. Mais ça traduit quelque chose. Ça traduit effectivement quelque chose dont on parlera tout à l'heure. L'essentiel pour moi, c'est de savoir d'où est-ce qu'on vient le 3 août 2005, parce qu'il y a une chose que Djemal a avancée et qui est réelle. Aziz, il faut le compter à partir de 2005, parce que c'est l'homme du coup d'État contre Taïeb. Où est-ce qu'on en était en 2005? On ne va pas refaire l'histoire. On ne refait pas l'histoire. Mais il y a trois points. Le point de la sécurité, qui pour moi est très fondamental. Oui. Le point des libertés, surtout de la liberté d'expression, qui est fondamental. Le problème de la sécurité, quand vous l'évoquez comme ça, je dois ajouter effectivement que vous avez un territoire qui fait 1 million de kilomètres carrés, dont il faut sécuriser effectivement les frontières, mais aussi dont il faut assurer la sécurité intérieure. Et de ce point de vue, et dans le contexte sécuritaire global, aujourd'hui, on peut dire effectivement que... Dans le contexte régional. Régional, on peut dire aujourd'hui qu'effectivement, de ce point de vue, votre pays assure convenablement sa sécurité. La liberté d'expression? Oui, vous êtes journaliste, dites non, qu'en est-il? Mais elle existe, elle est là-bas, tout le monde dit ce qu'il veut. Tout le monde dit ce qu'il pense. Écrit ce qu'il pense. La troisième chose qui est très importante, le recentrage de la diplomatie, à mon avis. Non, avant même la diplomatie. Monsieur Oumer, vous êtes journaliste, dites-nous, ce qui est aussi important, c'est la redistribution de la richesse produite, c'est la question de la lutte contre la pauvreté. C'est de ça que les Mauritaniens vivent au quotidien. Ce n'est pas de la diplomatie que vivent les Mauritaniens au quotidien. C'est un pays en voie de développement qui a ses problèmes. Oui, je sais. C'est un pays en voie de développement qui a ses problèmes. J'ai aujourd'hui 33% de taux de pauvreté. Comme tous les pays de la sous-région qui ont leurs problèmes, qui sont en train de les résoudre, qui demandent le concours de tous les Mauritaniens. Il faut ouvrir et il faut faire participer tous les Mauritaniens. Vous avez raison. C'est le point le plus central. Faire entendre les Mauritaniens. Je suis tout à fait d'accord. Vous voyez? Absolument. Et voilà, on va revenir à la liberté d'expression. Parce que quand on parle de tous les Mauritaniens, justement, parce que la Mauritanie est un pays qui appartient à tous les Mauritaniens. Et la particularité de la Mauritanie, c'est un pays multiculturel, multidiversité, où vous avez des composantes qui ne sont pas les mêmes. Sauf que nous avons des régimes, vous avez un système qui est mis en place, qui est là, en train de travailler pour une composante qui travaillera pour une autre composante. 5 milliards de dollars, c'est vous dire... Mais madame nous a dit qu'on se fréquente pas. Non, on n'alimente pas. On n'alimente pas la polémique. On ne se fréquente pas. Mais nous, on se fréquente. On ne se fréquente pas. On se marie. Je vous ramène des enfants. Ah ben non, justement. Je vais vous dire, nous, quand on faisait l'école, on était dans des classes, on avait nos compatriotes, on était sur les mêmes bancs de l'école. On a fait les mêmes universités, on se parlait, on discutait.
Actuellement, aujourd'hui, vous avez en Mauritanie 2 systèmes qui cohabitent. Ça nous permet d'aborder effectivement la troisième partie de notre émission. De toute évidence, vous l'avez dit, il faut prendre en compte tous les Mauritaniens et le potentiel. Absolument. Le potentiel est là, 5 milliards de dollars de PIB, une économie qui relativement se porte bien. Pourquoi relativement ? Non, mais parce qu'aujourd'hui, mais bien sûr, non, je vous ai dit, rien n'est fait. Rien n'est parfait, rien n'est la moyenne africaine, rien n'est parfait. La moyenne de 4%. On en est encore à 3,5. On en est encore à 3,5. En 2019, ce sera 4,6. N'oubliez pas la problématique. N'oubliez pas la problématique de départ. C'est la capacité de proposition. Absolument, absolument. Mais ce qui est important, tout le monde, alors que tout le monde a le droit de proposer. Les chiffres ne sont pas bons. Écoutez, je ne sais pas qui vous les donner. Mais c'est les chiffres officiels de la Banque mondiale. Non, pas du tout. Mais pourquoi voulez-vous que vos chiffres soient meilleurs que ces chiffres? J'ai mal. Parce que c'est un journaliste, parfois il ne travaille pas très bien. C'est simple que ça. J'ai mal. 4,6, ce sera en 2019. Non, mais cette année, c'est 3,5. Et ce sont les chiffres de la Banque mondiale. De la Banque mondiale. Non, ça c'est les chiffres il y a 2 ans. Il y a 6,5 aujourd'hui. Ça, c'est les chiffres 6,5% de taux de croissance. Absolument. Non, j'ai mal. Oui, mais écoutez, monsieur. Non, mais oui, mais c'est les chiffres du régime, c'est normal. Ce sont les chiffres. Je propose qu'on marque une pause. C'est normal. Dans quelques instants. Vous ne pouvez pas être sur la même longueur d'onde. Vous ne pouvez pas être sur la même longueur d'onde. Donnez-moi des On se retrouve dans quelques instants pour la troisième partie de notre émission. À tout de suite.